Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Audience First, le podcast qui décrypte les campagnes de communication sur les réseaux sociaux, le social listening et l'influence. Aujourd'hui, on reçoit Alexis, qui est directeur App & Gaming chez TikTok France et Europe du Sud. Avec lui, nous parlons de la stratégie paid versus organique sur TikTok, des chiffres clés du réseau social, mais également de ses techniques ultimes pour maximiser sa présence en ligne. Bonne écoute! Bonjour Alexis. Salut. Merci d'être venu nous voir et Avec de plaisir. discuter. Est-ce que 2026 sera l'année de TikTok ? C'est une question très difficile pour commencer, merci. C'est difficile à dire parce que TikTok est là depuis quand même pas mal d'années et continue de croître, que ce soit en France, en Europe, dans le monde. Donc je peux pas répondre favorablement à cette question. Après, c'est sûr que ça va être une année décisive, je pense, à plein de niveaux, mais on aura l'occasion d'en parler tout au long du podcast. En termes, tu parlais de ces précédentes années, souvent c'était la plateforme de référence sur l'acquisition du nombre d'utilisateurs. Ouais. Depuis, il y en a peut-être d'autres qui ont eu des courbes de progression aussi vite, voire un peu plus, mais aujourd'hui, j'imagine que c'est plus du tout le sujet phare pour TikTok. C'est aussi de consolider cette base d'utilisateurs. Ouais, alors TikTok aujourd'hui, c'est un peu moins de 28 millions d'utilisateurs mensuels en France, 170 millions dans l'Union européenne et plus d'1 milliard dans le monde. Donc on a une grosse tranche de la population qui est présente sur l'application. Et je pense qu'aujourd'hui, les challenges, ça va être plus d'aller chercher certains personas qui sont moins enclins à télécharger TikTok. Et c'est pour ça qu'on a un département qui fait plein de partenariats pour aller chercher tous ces types de populations. Donc les partenariats avec le Festival de Cannes, par exemple, qu'on a fait 3 ans de suite, ou la grosse nouveauté en 2024, je crois, c'était le Tour de France. Donc ça va être une audience qui n'est pas forcément TikTok-friendly au début, et TikTok va se mettre en partenariat pour aller chercher ces nouvelles audiences. Ok, parce que c'est vrai que maintenant, en fait, la stratégie, mais c'est ce qui est adopté par beaucoup de plateformes, qui est de se rapprocher de plus en plus des institutions, des comptes institutionnels plutôt que des comptes particuliers. Ouais, alors depuis... moi, j'ai rejoint il y a un peu plus de 5 ans maintenant. C'était une autre époque, mais aujourd'hui, c'est devenu assez incontournable. On a toutes les entreprises du CAC 40 qui ont un compte organique, qui pour la majorité font de l'acquisition, c'est-à-dire de la publicité sur la plateforme, et vont chercher soit des nouveaux acheteurs, soit ils vont utiliser TikTok comme outil pour diffuser un message publicitaire, environnemental, pour faire des recrutements, enfin tout type de message. Okay. Et vous les accompagnez sur cette partie-là, à savoir brand reputation, acquisition. Ouais. J'imagine qu'il y a plein de verticales, de problématiques différentes qui peuvent être où TikTok pour venir répondre. Ouais, carrément. Alors moi, du coup, je fais partie de la régie publicitaire de TikTok, donc tout ce qui touche au paid, ça va être du fait de nos équipes. Et en gros, par représentant, ou ce qu'on appelle nous BPM, Brand Partnerships Manager, c'est un mot compliqué pour juste dire la personne qui va accompagner les marques sur une verticale. Donc par exemple, le BPM Auto, il va accompagner toutes les marques du secteur automobile. Et il va être un peu le point de contact de ces marques-là pour tous les sujets relatifs à TikTok, même si lui, son but premier, c'est quand même que la marque automobile investisse plus sur la plateforme à n'importe quel niveau, que ce soit, comme je disais, pour avoir plus de followers, pour avoir des test drives, pour faire pour mettre en avant un message publicitaire, ça peut être tout et n'importe quoi. Ok. Et le fait d'avoir quelqu'un de très spécialisé permet en fait de vraiment comprendre les problématiques d'un secteur. Exactement. Et c'est pour ça que Exactement. Chaque verticale a différents business models. Et du coup, on a un duo, donc BPM et CSM ou Account Manager, qui vont être dédiés à une verticale et accompagner la plupart des clients de cette verticale et être du coup les plus experts pour les conseiller au quotidien. Ok. Hyper intéressant. Ouais. Et toi, dans tout ça ? Du coup, Alexis Jesnissen, enchanté, j'ai 33 ans, j'habite à Paris et je suis directeur Apps & Gaming France et Southern Europe. Donc en gros, concrètement, mon équipe accompagne tous les clients qu'on appelle Key Account, donc des gros clients, dans le secteur des applications mobiles, sur la région France, Italie, Espagne, Portugal et Grèce, et ce depuis 3 mois.
Et avant TikTok, t'as eu d'autres expériences ? Du coup, moi, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait prépa, puis école de commerce. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre Amazon en sortie d'études. Et c'est là où j'ai beaucoup appris. C'est une super école, tout le métier de Media Sales Manager ou à compte exécutive. Et puis en plus, j'ai eu de la chance parce que c'était pile le moment où ils lançaient le search sur Amazon en France. C'était en 2017. Et du coup, j'ai passé 3 ans là-bas avant ensuite de rejoindre TikTok, également dans le média en sales. Et c'est quoi ton parcours dans TikTok avant ça ? Alors du coup, moi, je suis arrivé en juillet 2020. Donc j'ai été recruté quand le bureau français ou la régie publicitaire française s'est ouverte. Et donc très rapidement, ils ont dû recruter un peu plus de 100 personnes en 6 mois. Donc c'était le tout début. Et moi, je suis arrivé un peu à ce moment-là. Et je suis arrivé en BPM, donc Brand Partnerships Manager. En gros, c'est sales. D'autres boîtes de la tech appellent ça client partner ou account executive. Mais c'est sales. Et puis après, j'ai eu la chance d'évoluer sur un poste de lead une fois qu'on s'est un peu structuré. Donc j'étais lead sur la partie growth. Désolé pour tous les anglicismes d'ailleurs, il y en aura beaucoup. Donc c'est accompagner des comptes qu'on appelle mid-market, donc pas le CAC 40, mais plus des marques de moyenne taille en très forte croissance. Et ensuite de ça, on a eu différentes restructurations et j'ai eu la chance de manager la partie apps sur le marché français. Puis j'ai eu la partie travel qu'on m'a également donnée à manager. Et très récemment, du coup, je suis passé, c'est compliqué, directeur sur la partie apps et gaming sur la France et l'Europe du Sud. Et en quoi ça consiste exactement donc Alors moi, je fais beaucoup d'interne maintenant, même si moi, ce qui me fait plaisir, c'est surtout de discuter avec les clients et de me concentrer au marché. Mais en gros, mon but, c'est de faire en sorte que mon équipe, donc de BPM et de CSM, ait les bons portefeuilles de clients, donc les différents clients, donc fintech, social, dating, les studios de gaming par exemple, pour driver de la croissance, du revenu, donc que ces clients-là dépensent de l'argent dans des publicités pour trouver des nouveaux clients, le plus généralement, qui vont installer leurs applications, et qu'on drive de la croissance en ce sens sur ces 5 pays à ce niveau-là. Donc par exemple, en client, pour en citer quelques-uns, on a Mythic sur le dating, on a MWM pour ceux qui connaissent, on a Vodoo qui est assez connu. Donc tous les clients qui sont app first. Donc donc d'une partie on a les studios de gaming comme Vodoo que je viens de mentionner, et de l'autre partie on a les entreprises qui sont app first, donc du dating, les fintech, les boîtes qu'on appelle également, alors c'est un O2O, donc online to offline. Donc par exemple Glovo pour ceux qui connaissent, c'est un Deliveroo espagnol, et donc ils vont utiliser une app pour apporter un objet d'un point A à un point B à un utilisateur, et donc nous on appelle ça online to offline, et c'est une sous-verticale d'app. Et du coup ça va un peu avec ma question d'après qui était, on a quand même en général en tête le fait que TikTok c'est pour les jeunes, Ouais. Mais en vrai plus tant que ça, non, parce que sur Mythic j'imagine que c'est pas, enfin Mythic vient pas chercher des jeunes du coup. Ouais, exactement. Bah alors c'est très français cette pensée, et moi on me le répète au quotidien. J'ai 33 ans, tous mes amis me disent j'ai pas TikTok, t'es le seul à avoir TikTok. Ok, bon il y a quand même 28 millions de personnes autres que moi en France, mais c'est vrai que ça a beaucoup collé, je trouve, à l'image des jeunes. Après il y a plein de marques qui cherchent aussi à atteindre cette tranche de population là. En fait, ces jeunes-là, ils ont aussi vieilli au bout de 5-6 ans. Et aujourd'hui, on a plein d'utilisateurs qui sont plus âgés. Alors, par rapport à nos concurrents, c'est sûr qu'on a une base d'utilisateurs qui est plus jeune. Mais moi, pour citer un exemple, j'ai mon père qui a 67 ans, je crois, qui fait de la peinture et qui publie sur TikTok. Trop bien. Bon, c'est pas une généralité, mais ça illustre bien le côté multigénérationnel dans lequel on n'était pas il y a 5 ans, mais qui est beaucoup plus présent aujourd'hui, je trouve. Oui, donc tu peux vendre à des apps et à des entreprises qui visent un public plus âgé quand même que ce qui était à la base, à savoir Musical.ly, quoi. Exactement. Okay. Exactement. Comme je disais, cette audience, elle a vieilli, et en plus de ça, c'est devenu beaucoup plus mainstream via les partenariats que j'ai évoqués.
Donc c'est de là que vient la croissance des utilisateurs. Ouais. Et c'est quoi un peu les grosses problématiques? Tu les as un petit peu évoquées, mais sur ce secteur-là d'apps and gaming, c'est principalement de l'acquisition. Ouais, c'est vraiment, moi pour le coup, tout ce qui va être client gaming, ça va être quasiment que de la performance. Donc ils vont faire une publicité, l'utilisateur va voir la publicité, il va cliquer dessus, il va être redirigé sur l'App Store, donc sur l'App Store Apple ou Google, Android, et il va télécharger l'application. Et ces studios-là, en gros, ils gagnent de l'argent quand l'utilisateur, au bout d'un certain temps, continue de revenir sur l'application. Ça va rapporter de l'argent soit via de la publicité au sein de ces apps-là, soit via des achats in-app, donc in-app purchase, qui vont permettre de rapporter de l'argent à ces studios. Et du coup, eux vont monitorer combien de temps ces utilisateurs vont rester sur ces apps. Et ils vont comparer ça avec un utilisateur qu'ils ont acquis sur un autre network, comme Snapchat ou Meta, par exemple. Et donc toi, tu les aides à créer leur campagne dans TikTok d'acquisition. Et à partir de quel montant on peut avoir quelqu'un chez TikTok qui nous aide à construire une campagne? Alors, c'est pas des montants qui sont fixes dans le temps. Plus le temps avance, plus ces montants sont élevés, logiquement. On a aussi des équipes qui sont à Dublin, qui gèrent toute la partie small and medium businesses, donc qui gèrent des entreprises de plus petite taille. À Paris, on va gérer du coup ce qu'on appelle les key accounts. Donc en termes de montant, je n'ai pas vraiment de fourchette, mais en gros, en dessous de 60 000 $ par mois d'investissement, on va plutôt considérer qu'on va passer le client à notre équipe SMB à Dublin. Ok. Et parce que tu as aussi beaucoup de contenus organiques qui font des super scores. On voit souvent des scores assez impressionnants. Les meilleurs. On voit vraiment des scores assez impressionnants par rapport même à d'autres plateformes, avec des nombres de vues parfois qui explosent sans forcément que ce soit du paid. Ouais. Comment ces marques-là en fait jonglent entre ce qu'elles vont sponsoriser, ce qu'elles vont pas sponsoriser, quel est l'intérêt, comment tu recommanderais à une marque en fait de combiner les deux ou pas d'ailleurs, tu vois, quelle est la stratégie? Ouais, c'est un bon point. Je pense que aujourd'hui, donc il y a très souvent, on en voit dans des articles de journaux, cette tendance explose sur TikTok, ou cette marque a fait une super vidéo qui a fait beaucoup de bruit. En fait, tout ça, c'est pas calculé, évidemment, et on peut pas le répliquer. Il n'y a pas une secret sauce pour faire le buzz à chaque fois sur cette plateforme-là. Ça va y avoir une viralité qui va être souvent du fait d'être très authentique et de montrer certains aspects de sa marque que personne ne connaît, ou un utilisateur, une utilisatrice va parler de cette marque-là de manière tout à fait naturelle, sans partenariat rémunéré ou collaboration commerciale comme peut faire le monde de l'influence. Et c'est ça qui marche le mieux parce que c'est le plus authentique. Et c'est ça à quoi les gens s'identifient, j'imagine. Donc pour répondre à ta question, mon conseil, ça serait évidemment d'avoir une stratégie paid, mais d'utiliser la partie organique un peu comme un laboratoire et de tester plein de choses, d'avoir souvent, je le dis à certaines marques, mais 3 ou 4 piliers. Donc ça peut être faire parler ses salariés, ça peut être montrer le behind the scene, donc montrer, je sais pas moi, l'usine où sont fabriqués les produits, ou les partenaires de cette marque-là. Donc voilà, identifier 3-4 piliers et sortir des vidéos de manière très récurrente. Donc on conseille souvent 2 à 3 par semaine autour de ces piliers pour à chaque fois avoir le bon storytelling. Et à un moment, ces vidéos vont être diffusées, des gens vont s'abonner à cette marque-là, et puis ils vont commenter, vont partager, et à un moment, il y a une vidéo qui va exploser. On ne sait pas quand, on ne sait pas combien, mais celle-là va exploser, et à la suite de ça, eux, ils ont la possibilité, la marque, de le promouvoir, donc de la rendre publicitaire, et de vendre un produit, un service derrière. Okay, donc toi, tu ferais des tests en organique? Ça coûte juste du temps humain, ouais. De faire les vidéos. Mais aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent, surtout avec l'IA maintenant, qui permettent de faire des vidéos sous plein de formes, et ça coûte vraiment rien de les publier. Il y a zéro risque. On va y revenir peut-être sur la place de l'IA sur TikTok. Mais donc vraiment pour terminer, parce que en fait cette problématique on l'a souvent avec certains clients qui nous disent
j'aimerais bien avoir ma ligne édito claire. Je sais pas comment, TikTok, pas TikTok. Il y a pas très longtemps, on a invité une personne sur ce podcast qui nous disait qu'elle a accompagné des créateurs de contenu même, alors que ce sont des gens qui normalement savent faire, qui parfois sont sur une autre plateforme mais qui savent pas appréhender TikTok, ou alors sur une autre plateforme. Mais voilà, c'est quoi ta reco ultime pour des personnes qui même des institutions qui vont avoir une communication très corporate, de se dire je sais que ça se passe sur TikTok, il y a un territoire de conquête, mais alors j'ai vraiment pas envie de faire n'importe quoi. J'ai pas envie de dégrader mon image de marque, ou j'ai pas envie de dégrader mon image de créateur de contenu. Je connais pas les codes. Et souvent, ça repousse la décision. On voit des équipes qui avaient cette idée-là il y a 2-3 ans. Quoi. Bien sûr. En fait, c'est tout à fait légitime. Et du coup, pour répondre à ça, il y a un site qui s'appelle le Creative Center, sur lequel tu as accès à n'importe quelle vidéo, publicitaire ou non. Tu peux aussi faire une recherche par mots-clés, tu peux faire voir ce que les gens disent de ta marque aussi. Et donc, tout ça, c'est... tu as juste à créer un compte, c'est gratuit, pour voir qu'est-ce que font tes concurrents, ou qu'est-ce que font les gens avec lesquels tu te benchmarks sur la plateforme, et soit avoir une approche différente, soit reprendre les mêmes piliers dans ta stratégie éditoriale. Mais je pense qu'il y a un travail de recherche, plutôt que de se dire d'emblée le public est trop jeune pour ma marque ou mon service, sachant que, comme je disais, il y a de tout aujourd'hui, et on n'est plus dans le même monde qu'il y a 5 ans, post-Covid. Et donc, la création, la multiplication des formats avec l'IA, tu m'arrêtes, mais de manière très caricaturale, j'avais l'impression que pour TikTok en tout cas, il y a eu un énorme moment post-Covid, pendant le Covid, post-Covid, où j'ai vraiment l'impression que ça a explosé à ce moment-là. Et là, j'ai l'impression que on est face à une deuxième vague, énorme vague de la multiplication des contenus qui sont faits, parce que la création est devenue aujourd'hui bien plus simplifiée qu'avant. Je pense que... alors, je sais pas si c'est la même vague en termes d'utilisateurs. Je pense qu'il y a eu une première vague, en effet, après le Covid, parce que les gens étaient chez eux et ne savaient pas quoi faire, donc ils ont téléchargé l'appli et commencé à l'utiliser massivement. Aujourd'hui, c'est vrai que tu as pas mal d'outils, d'IA ou pas, mais en fait, il y a un écosystème qui s'est développé autour de TikTok et autour de l'influence, qui fait que n'importe qui peut demain devenir ce qu'on appelle influenceur ou nous créateurs de contenu. Comme mon père de 70 ans. Mais du coup, il y a quand même une très infime partie des utilisateurs qui publient régulièrement sur la plateforme. Donc les gens regardent, mais ne publient pas forcément, même avec ces outils-là. Ok. Et qu'est-ce que je veux dire, c'est... moi, souvent, je me fais targeter même par des personnes qui disent, mais en fait... c'est pas forcément des créateurs ou des influenceurs, mais qui vont même réutiliser du contenu, le mettre dans un outil d'IA, et faire énormément de publications. Ils vont réussir à monétiser tous les mois, sortir un peu d'argent grâce à ça, en fait, en n'ayant aucune création originale. C'est juste en récupérant un flux, une publication qui est déjà existante, et en mettant des gros titres, la bonne musique, le truc automatiquement. Je connais pas les détails de comment ça marche. Ce que je sais, c'est que dès que l'algorithme voit un contenu qui existe déjà, il est censé du coup le déprioriser très rapidement. Après, si jamais tu changes, comme tu l'as dit, une musique, un call to action, la durée de la vidéo, la voix, n'importe quelle variable, il est censé aussi l'identifier comme une nouvelle créa. Même si le message est le même et le décor est le même. Donc, sur la partie paid, je sais que c'est le cas. Sur la partie organique, je sais qu'il est en tout cas entraîné à identifier tout ça. Mais que c'est très très difficile de monitorer tout ce qui est publié tous les jours, et de faire en sorte que ça respecte les guidelines communautaires, pour que les utilisateurs n'aient pas en face d'eux du contenu qui violerait ces guidelines. Et d'un autre côté, c'est aussi le jeu. Je sais pas si tu le recommandes, mais de se dire, si j'ai une création authentique, notamment auprès d'une marque, qui est reprise ensuite des milliers et des milliers de fois par des utilisateurs, c'est aussi un côté positif pour la marque.
Ouais, après, je sais que la plupart des marques, elles aiment bien quand même garder le contrôle. Moi, je me souviens d'un cas il y a quelques années où on avait une marque qui avait utilisé une musique euh, pour faire une publicité. Et en fait, la personne qui était propriétaire de cette musique-là les avait contactés en leur disant bah, vous n'avez pas le droit d'utiliser ma musique pour faire de la publicité. Donc en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a plein de règles, que ce soit publicitaire ou organique, au niveau de la musique, au niveau de ce qu'on peut dire, pas dire. Par exemple, vous verrez jamais sur TikTok une publicité qui met en avant ou dans la créa un produit en rapport avec les alcooliers ou les paris sportifs. C'est banni par la police. Donc, nous, on a plein d'entreprises qui tous les jours viennent nous voir. C'est toujours pas possible. Non, c'est toujours pas possible. Et ça, c'est juste un choix de policy sur qu'est-ce qu'on veut mettre en avant ou pas. Pareil, le weight loss, donc tout ce qui est avant-après, tout ce qui est régime miracle, vous ne pourrez pas faire de publicité parce que les gens peuvent être influencés par ça et ça peut être néfaste pour l'utilisateur final. Et quand les marques elles viennent te voir, j'imagine qu'elles ont déjà une équipe quand même qui gère TikTok, s'ils sont prêts à mettre ce budget-là. Mais est-ce qu'il y a quand même des insights sur l'algorithme que toi tu leur donnes, que tu remarques en interne, ou des choses que toi tu sais sur l'algorithme? Alors, l'algorithme, je Les ne le secrets. connais pas personnellement, mais oui, forcément, en fait, donc ils ont déjà du staff qui est dédié à TikTok, mais aussi aux autres networks. Après, les clients, en tout cas sur ma verticale, ils sont toujours très ouverts pour tester tout ce qu'on sort un petit peu en avant-première. Donc, on a le produit qui va évoluer au fur et à mesure. Et ils veulent toujours tester ce produit qui n'est pas forcément fini, mais être les premiers dessus pour se rendre compte de est-ce que ça va marcher ou pas, et faire des retours, et que l'équipe produit prenne en compte ces retours-là et améliore. Et après, parfois, ils ont toutes des équipes créa en interne, mais ils vont aussi travailler avec des agences créa, parce que sur TikTok, en tout cas sur la publicité, tout est une question de volume. C'est-à-dire que ils vont tester 1000 créas, il y en aura peut-être une qui va hyper bien marcher, avec une audience qui va être ciblée, et du coup qui va prendre tout le budget de la campagne qui est en cours, et qui va exploser, qui va être ultra rentable pour ce client-là. Par contre, il a dû quand même produire 1000 créas avant de la trouver. Hmm. Et justement, je ne sais pas si ça existe, mais est-ce que tu as les chiffres du nombre de jobs créés par TikTok indirectement, tu vois, de toutes les agences de création, les créateurs de contenu, tu vois, est-ce qu'on a Ouais. ces stats-là? Alors, je crois que je peux répondre à ta question. Donc, en termes de valeur générée par TikTok, il y a un rapport qui est sorti très récemment sur lequel ça a généré 31 milliards d'euros au niveau européen de valeur pour les entreprises qui ont fait de la publicité sur TikTok, dont 5,2 milliards en France. Et je crois qu'on est autour des 50 000 emplois créés autour de l'écosystème TikTok en France. Ouais, c'est énorme. C'est beaucoup, ouais. Ouais. Et il y a une concurrence qui s'installe forcément avec les autres plateformes ou enfin tu vois les clients que tu peux avoir face à toi, est-ce qu'ils vont dire bah attendez, j'ai pas le même taux de conversion? Tout à fait. En Vous fait, êtes c'est des tout le clients temps challengés. tout le temps challengés. C'est des clients qui sont à la performance, donc c'est cool de leur parler, d'échanger, de faire une stratégie avec eux, mais à la fin de la journée, ils regardent quand même est-ce que mon acquisition m'a rapporté de l'argent, si oui, combien par rapport à d'autres plateformes. Donc on est toujours challengé. C'est pour ça que le produit est hyper intéressant et important. C'est que plus le produit va s'améliorer, plus on va être pertinent pour ces clients-là, plus au lieu d'investir $1 sur une autre plateforme, ils vont le mettre chez TikTok. Donc le but, c'est pas que TikTok prenne 100% des investissements, ça sera jamais le cas. En revanche, c'est qu'il ait une place autour de la table qui soit de plus en plus importante. Et l'éducation auprès de ces marques est peut-être de plus en plus simple aussi, au vu de l'évolution que ça prend, du fait que toutes les marques sont aujourd'hui sur TikTok, c'est peut-être plus facile de les convaincre aussi d'augmenter leur budget. Ouais, C'est un cercle carrément. vertueux, quoi. C'est un cercle vertueux, et je dirais même aujourd'hui, si on n'est pas dessus, c'est un peu trop tard, entre guillemets. Alors il y a encore de la place, et les coûts pour 1000 impressions sont encore intéressants, mais c'est comme, je prenais souvent cet exemple quand j'étais sales, je disais à un client, mais quand tu t'es lancé sur Instagram, est-ce que tu aurais aimé te lancer plus tôt, avec le recul? Et la réponse est tout le temps oui. Bah c'est pareil, c'est exactement pareil. Et aujourd'hui, en termes de chiffres, par rapport aux autres réseaux sociaux, c'en est où TikTok? Comme je disais, il y avait 27,8 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France, 170 millions en Europe.
Voilà, je sais qu'on est moins nombreux que sur nos copains de Meta, mais on est devant d'autres réseaux. Et après, ça va vraiment dépendre de quelle verticale, par exemple. Dans le mobile gaming, il y a une boîte qui s'appelle Applovin, que je pense peu de gens connaissent, à part ceux qui sont dans ce secteur-là, qui trust quasiment la première place dans les ad networks. Et donc nous, ça va être nos concurrents pour aller essayer de prendre des parts de marché. Et en termes de temps d'écran? Alors en temps d'écran, moi les dernières stats que j'avais, c'était en France un peu plus d'1 heure et demie par jour, par utilisateur en moyenne. Donc c'est une moyenne, il y en a qui font moins, il y en a qui font plus. Il y en a qui se mettent des bloqueurs, des timers pour se limiter, parce que c'est assez addictif. En fait, c'est pas parce que tu passes plus de temps que tu vas générer plus de recettes publicitaires. On a ce qu'on appelle le CPM, donc le coût pour 1000 impressions. Et ce CPM-là, il va dépendre de la tension publicitaire qu'il y a sur la plateforme. Donc j'ai 2 clients qui veulent cibler ce même utilisateur. Ils vont enchérir, un peu comme le modèle du search en général. Un bid. Exactement. Ouais. Et selon la meilleure enchère va gagner plus 1 centime. Et donc, du coup, plus il y a de clients qui sont présents sur la plateforme, plus ça fait monter le prix des CPM. Et vu que TikTok est beaucoup plus récent que d'autres concurrents, bah, ces CPM sont logiquement moins chers parce qu'il y a moins de business qui font de la publicité sur la plateforme. C'est mathématique, mais chaque jour, tu as de nouvelles entreprises qui testent et du coup qui font que le CPM va augmenter organiquement. Aujourd'hui, si tu tapes sur un moteur de recherche achat Paris ou location Paris, c'est des coûts qui sont énormes. Là où, du coup, mais parce que ça fait 20 ans qu'il y a des entreprises qui bitent dessus, quoi. Ok. Et tu parlais, moi ce qui m'impressionne, c'est les chiffres que tu mentionnais. Tu disais quoi, 5 milliards de recettes, de bénéfices, entre guillemets, de chiffre d'affaires générés grâce de valeur de CA générée via les publicités en France. Ouais. Et toi, dans ton secteur, dans ta verticale ou parmi les clients, tu as une belle histoire où tu te dis, tiens, ce client-là, heureusement qu'on était là parce que ça lui a permis quand même de... Ou même parfois il y a des clients, je pense, qui doivent être complètement dépendants de la plateforme. Ouais. À savoir si demain on coupe TikTok, ils partent avec, quoi. L'impact économique est aujourd'hui hyper important. T'as des petits des clients, des belles histoires? Alors j'ai plutôt une sale histoire. Mais en gros, il y a quelques temps, on a eu pas mal de... Donc moi, je m'occupe de la verticale dating dans mon scope, donc toutes les apps de dating qui ont besoin en permanence d'avoir des nouveaux utilisateurs qui téléchargent leur app et qui font des rencontres. Et on avait eu un cas où, en fait, au niveau mondial, nos politiques publicitaires sur cette verticale, parce qu'il y a il y en a des spécifiques à cette verticale qui est touchy, il faut le dire, il faut que les utilisateurs aient plus de 18 ans, on ne peut pas montrer certaines choses sur les publicités, ce genre de guidelines. Et en fait, du jour au lendemain, ça a été décidé que ces guidelines n'étaient pas assez strictes et que du coup, il y avait des toutes petites entreprises qui créaient des comptes publicitaires, qui diffusaient, mais qui diffusaient du contenu qui n'était pas approprié, qui ne respectait pas ces guidelines. Et je me souviens très bien, on était un dimanche et je reçois un message comme quoi on me dit lundi, tous tes clients dans la verticale dating vont être coupés. Donc c'est des clients qui dépensent tous les jours. Et ça au niveau monde. Oh waouh. Et du coup, je me dis, mais comment ça? On est en plein milieu de quarter. Et donc en creusant, j'ai eu cette explication que en fait, il y avait eu trop de la part des utilisateurs de report comme quoi ils voyaient des choses qu'ils n'étaient pas censés voir et du coup il a été décidé que petit à petit ils allaient whitelister, donc client par client les réactiver, mais en regardant en détail si c'était ces clients-là qui enfreignaient en gros les règles, et ça a pris 1 mois et demi pour certains de mes clients et en fait 80 à 90% de leur budget est sur TikTok, donc pendant 1 mois et demi c'est souvent des startups. Je ne vais pas les nommer, mais leur business est énormément impacté. Et même les gens s'imaginent, mais ça reste une entreprise avec beaucoup de gens, avec beaucoup de process, avec beaucoup de guidelines. Et donc, c'est très difficile lorsqu'on est ce qu'on appelle client-facing et d'avoir des clients qui te demandent mais quand est-ce que je vais pouvoir redémarrer?
d'avoir une réponse à peu près et de ne pas donner une vraie date. Ouais, c'est vrai que l'impact économique aujourd'hui, il est juste comme tu disais, c'est une question de vie ou de mort pour certaines institutions. Moi, c'est vrai que je te parlais de Berlin Histoire parce que j'avais en tête souvent. Je sais que tu travailles aussi sur la verticale un peu plus travel, mais on voit souvent en fait parfois des campings ou des trucs moins gros et qui en fait galèrent mine de rien pour essayer d'attirer une clientèle. Ouais. Et du jour au lendemain, on sait pas trop pourquoi, un contenu qui buzz, je crois qu'on en parlait la dernière fois c'était du Carrefour de Léonie. Carrefour de Léonie. Fameux. Voilà, il y a souvent ces histoires-là qui remontent et en fait avec une conséquence vraiment pour le tissu économique français qui est hyper important en tout cas. Et voilà, je trouve et nous-mêmes, on avait tourné un podcast il y a un petit moment avec Glidden, c'est une application de dating extra-conjugal. Et pareil, tu vois, c'était avec une vidéo TikTok, mais d'une créatrice, quoi, mais qui n'était même pas connue. Enfin, c'était vraiment une personne assez lambda qui avait fait une vidéo de la publicité qui était dans le métro, qui a atteint genre 5 millions de vues sur TikTok. Et ça avait doublé le nombre d'inscrits sur l'application Glidden dans le mois. Alors que, tu vois, Glidden n'a pas payé cette dame. Ouais. En plus, elle disait un avis assez négatif. Donc, tu vois, au final, ils ont réussi grâce à TikTok. À ce moment-là, elle nous avait dit dans le podcast qu'à ce moment-là, ils ont commencé à prendre TikTok au sérieux et à se dire, bon, on va être dessus, en fait, et on va peut-être aussi aller en ads, quoi. Carrément. Ça concerne certaines apps. Je pense beaucoup aux restaurateurs qui souvent ont du mal à se faire connaître et qui parfois, juste en interviewant le patron, en montrant certains plats, y a une énorme affluence, les grandes queues dans Paris où les gens font la queue. Moi, je pense aussi à cet exemple de Yuka qui, quand ils se sont installés aux États-Unis, il y a une utilisatrice qui a fait une vidéo de leur application. Ils ont vu leur nombre d'installations exploser, faire x10 du jour au lendemain et ils ne comprenaient pas pourquoi parce qu'ils ne font pas de publicité. Et en fait, c'était juste une vidéo qui a fait tout exploser, quoi. Donc ça arrive quand même assez régulièrement. Par contre, c'est pas orchestrable, quoi. Oui, en général, ça vient d'un buzz créé par un utilisateur, quoi. Exactement. Et pour continuer là-dessus, justement, c'est quoi maintenant les nouveaux challenges un peu de TikTok? Tu nous expliquais justement que c'est quand même une app assez différenciante. Il y a le TikTok Creative Center qui fait quand même que vous donnez cette possibilité-là aux entreprises, même aux créateurs, de se différencier. Il y a TikTok Shop qui est arrivé et qui est en train de révolutionner le marché de l'e-commerce en France. Est-ce qu'il y a d'autres défis qui arrivent un peu plus tard? Alors TikTok Shop, c'est d'autres équipes qui s'en occupent, qui sont dans nos bureaux, mais avec lesquelles je ne travaille pas au quotidien. Je sais qu'ils ont connu une énorme croissance depuis leur lancement l'année dernière. Il y a le search qui est arrivé sur la partie publicitaire également. Donc il y a beaucoup d'innovations et tout va très très vite. Après, c'est, je pense, aussi dans la culture de l'entreprise de tester plein de choses et parfois de se tromper et de faire machine arrière, mais d'être sûr d'avoir testé, d'avoir mis les moyens pour tester ces fonctionnalités. Donc maintenant, le search, par exemple, pour les différents clients, c'est une nouvelle manière de cibler des utilisateurs au sein de la plateforme. TikTok Shop, on le mentionnait, c'est ce qu'on appelle du business model closed loop, c'est-à-dire tu restes dans l'écosystème TikTok et tu vas faire tes achats et tu vas être livré chez toi. Open loop, c'est plus mon business, c'est-à-dire tu vas être redirigé sur un App Store et donc sortir de l'écosystème TikTok. Voilà, après en termes de défis, tous les jours il se passe quelque chose, donc c'est difficile de synthétiser, mais on ne s'ennuie pas en tout cas. Sur la partie TikTok Search, toi tu recommandes de vraiment l'utiliser pour savoir quelles sont les tendances, où se positionner. Est-ce que c'est un mini outil de décryptage en fait de la plateforme? Sur la partie paid, en tout cas, comme je disais tout à l'heure, vu que c'est assez nouveau, il y a très peu de clients qui sont dessus. S'il y a très peu de clients, ça veut dire qu'il y a peu de friction publicitaire. S'il y a peu de friction publicitaire, ça veut dire que les coûts sont très faibles. Et donc, il y a une opportunité si d'être les first movers, entre guillemets, dessus. Et d'aller enchérir sur des mots-clés où on est sûr que sur d'autres networks, c'est des mots-clés qui convertissent, par exemple. Ça serait un truc smart à faire. Ok. Est-ce que tu as déjà un avis sur les prédictions un peu de ce qui va marcher sur TikTok en 2026? Est-ce que tu as les secrets? Pas du tout.
Je pense le vrai conseil pour les marques, c'est de tester et de multiplier surtout. Parce qu'on a parfois des marques qui font une créa et elle marche pas, et ils disent ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche, il faut faire 100, 1000, 10 000 créas et au bout d'un moment avoir suffisamment de data pour analyser, comparer avec d'autres plateformes. Parfois le problème c'est la créa, parfois c'est le ciblage. Aujourd'hui tu as pas mal de solutions d'IA qui te permettent en fait de laisser l'algorithme, une fois que tu as mis la créa, trouver la bonne personne à qui ça va marcher. Mais tout est une question de volume. Et il faut savoir qu'on a certains clients qui, tous les lundis, ils mettent 100, 500, 1000 créas dans la plateforme. Donc, le but, c'est pas de décourager et de dire qu'il faut forcément faire autant de volume, mais c'est qu'on n'est pas sur les mêmes volumes qu'une créa tous les 3 mois, quoi. Mais écoute, merci pour tout, Alexis. Merci Avec d'être plaisir, venu. merci de l'invitation. Et à très vite. À bientôt. Merci. Carrément. Merci, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car nous sortons un épisode toutes les semaines. À la semaine prochaine.